Donc, dire commun, c'est le titre de cette audition aujourd'hui, c'est penser partage collectif. Mais reste en suspens la question de savoir à qui ces biens sont communs, c'est-à-dire à quelle communauté ils renvoient. En droit international, notamment, ces biens sont souvent associés à l'humanité. Cette association est tantôt encensée, tantôt décriée. C'est-à-dire que l'humanité juridique laisse rarement indifférente. Pour certains, donc les plus optimistes, protéger les communs au nom de l'humanité, c'est permettre d'éviter leur appropriation exclusive par certains groupes, États ou entités. Et ce serait même une preuve de sagesse qui permettra, je cite, au genre humain de reporter sa fin à une date ultérieure. En revanche, pour les plus sceptiques, le commun ne saurait se définir par l'appartenance au genre humain. Et donc, ce serait une erreur de vouloir faire de l'humanité la base d'un autre monde. Un constat s'impose quand même, à savoir que le lien entre communs environnementaux et humanité est historiquement ancré. En droit romain notamment, l'air et la mer étaient déjà considérés comme des choses communes à toute l'humanité. Toutefois, à l'époque, si ces ressources étaient qualifiées comme telles, c'est parce qu'elles étaient considérées comme inépuisables. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, c'est en général parce qu'une ressource est menacée que l'on va rechercher une protection juridique au nom de l'humanité. C'est-à-dire que la démarche est inversée en quelque sorte. Par ailleurs, il faut rappeler aussi que ces analyses étaient quand même basées sur le droit naturel, c'est-à-dire sur des valeurs éminentes, une justice idéale, et qu'en droit positif, il a fallu attendre les années 70 pour qu'il soit fait effectivement référence à l'humanité dans les textes sur l'environnement. Donc c'est à partir de cette date qu'on va reconnaître dans les traités internationaux que la protection de la biosphère, et donc selon les termes des textes, une importance capitale pour l'humanité, ou encore que l'équilibre écologique est une condition de la survie de l'espèce humaine. À partir de 1992, la protection de la biodiversité et le climat sont considérés comme des préoccupations communes à l'humanité. Et la Terre elle-même se voit qualifiée de foyer de l'humanité dans la déclaration de Rio. L'ordre juridique international a en quelque sorte contaminé les droits nationaux. Ainsi, en France, la Charte de l'environnement, donc en 2005, reconnaît donc dès ses premières lignes que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel et que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Et précisément parce que l'environnement est patrimoine commun des êtres humains, c'est un objectif de valeur constitutionnelle, comme l'a précisé le Conseil des sages l'année dernière. C'est-à-dire que la protection de l'environnement peut conduire à nuancer en fait le caractère absolu de certains droits fondamentaux. Il va permettre aux législateurs d'imposer des limites à ces droits. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi les textes lient ainsi en fait les biens communs environnementaux et l'humanité. Un premier élément de réponse, peut-être, est de type philosophique, puisqu'il renvoie au rapport étroit qui existe entre l'humanité et la nature. En effet, il est vraiment difficile de déterminer qui, du genre humain ou de la planète, le droit cherche réellement à protéger, en particulier le droit international. Et on peut avancer, comme le fait la philosophe Catherine Larrère, que la Terre a déjà connu d'importants écarts de température et qu'elle s'en sortira donc en fait toujours d'une manière ou d'une autre, mais peut-être pas l'humanité. Longtemps en droit comme ailleurs, la nature était considérée comme étant au service de l'humanité. Cette vision anthropocentrique, utilitariste, a été critiquée notamment par le courant de la deep écologie, ce qui a ouvert la voie à donc une troisième approche, celle de la nature, conçue comme projet, c'est l'expression de François Host. C'est une approche qui insiste, quant à elle, sur l'interdépendance entre humanité et environnement. Et c'est par exemple cette troisième voie qui a été retenue dans la Déclaration universelle des droits de l'humanité de 2015. On y reviendra. Mais la référence à l'humanité, donc dans ces textes relatifs à l'environnement, remplit aussi une seconde fonction, une fonction de politique juridique. D'abord, la référence à l'humanité cherche à inscrire la protection dans un certain cadre éthique. Le concept d'humanité, en effet, véhicule tout un éventail de valeurs. Il véhicule aussi des images rassurantes d'unité, d'harmonie. Le terme humanité, il est vrai, désigne la collectivité humaine, mais aussi l'essence humaine et également une attitude, la philanthropie. Or, ces significations du terme humanité sont inextricablement liées. La référence à l'humanité permet ainsi d'abolir, en tout cas au moins de manière imaginaire, les contradictions d'intérêts entre les personnes, entre les partis ou encore entre les États. Ensuite, cette référence permet aussi d'inscrire la protection dans un cadre universel et donc de s'extraire d'un cadre strictement national
pour penser plus largement la planète au-delà des frontières étatiques. C'est ce qui explique la multiplication des références à l'humanité dans les textes environnementaux. Donc aujourd'hui, on va préciser dans un premier temps en quoi ces références consistent concrètement et surtout ce qu'elles impliquent réellement sur un plan juridique. Et puis, dans un second temps, on se demandera de manière plus prospective s'il est possible d'identifier l'émergence d'un droit de l'humanité aux biens communs environnementaux. Et si oui, comment il est possible alors de représenter l'humanité? En droit international, la protection des biens communs environnementaux dans l'intérêt de l'humanité peut être directe ou bien indirecte. La protection indirecte, quand elle a pour objet un espace ou une activité, et non le bien lui-même. C'est-à-dire la protection du bien est en quelque sorte incidente. Donc c'est le cas notamment avec la notion de patrimoine commun de l'humanité qui a été appliquée à des espaces internationaux. Par exemple, le lit de la mer, c'est-à-dire la zone des fonds marins au-delà des juridictions nationales, est considéré comme le patrimoine commun de l'humanité, de même que la Lune et ses ressources naturelles. Ces espaces et aussi leurs richesses ne peuvent pas être appropriés par les États ou par des particuliers. Et les bénéfices, donc, qui sont issus d'activités exclusivement pacifiques, doivent être partagés équitablement, notamment entre les États. Mais surtout, ce patrimoine doit être utilisé de manière raisonnable. C'est-à-dire que si des ressources non renouvelables se trouvent sur ces espaces, une partie d'entre elles doit être réservée à l'humanité à venir, aux générations futures. S'agissant des ressources renouvelables, il va falloir aussi les préserver des dangers de manière à ne pas dégrader leur qualité. Et de manière plus générale, le patrimoine commun est soumis au principe de protection écologique. Et d'ailleurs, le Tribunal international du droit de la mer a eu l'occasion de le rappeler il y a une dizaine d'années. Lorsque les États mènent des activités dans la zone des fonds marins, ces États ont l'obligation d'adopter une approche de précaution. Ils ont aussi l'obligation d'appliquer les meilleures pratiques écologiques. Et en toute hypothèse, ils doivent aussi se tenir prêts à réagir en cas d'urgence pour la protection du milieu marin. Donc, en raison de ce régime qui est spécifique, les espaces qualifiés de patrimoine commun de l'humanité se distinguent des espaces internationaux qualifiés de res communis. Donc, la haute mer, par exemple, est en droit international une res communis. Donc, cela signifie, dans la terminologie qui est assez imprécise ici du droit international, que l'usage est commun à tous et que la liberté d'utilisation y est la règle, ce qui pose un certain nombre de problèmes. D'où d'ailleurs le projet d'accord qui est recherché depuis 15 ans à l'ONU de manière à mieux protéger la biodiversité marine de cette zone de la haute mer. Et d'ailleurs, la question de retenir le principe du patrimoine commun de l'humanité dans cet accord est actuellement examinée, mais elle ne fait pas l'unanimité. À plusieurs reprises, on a aussi proposé d'appliquer cette qualification de patrimoine commun de l'humanité directement à des biens environnementaux, notamment la couche d'ozone, le climat ou certaines forêts, les forêts tropicales notamment. Mais cette proposition n'a pas été suivie. En fait, sur un plan juridique, rien ne s'y opposait véritablement, mais c'était surtout pour des raisons politiques que la proposition a été écartée. En revanche, certaines activités menées dans l'espace extra-atmosphérique ou sur la Lune sont qualifiées dans les conventions internationales d'apanage de l'humanité. Donc c'est une qualification qui implique en soi le respect de l'environnement, tant spatial que terrestre d'ailleurs. Mais on comprend bien toutefois que cette notion n'a pas tenu toutes ses promesses. C'est-à-dire qu'à défaut de normes spécifiques et contraignantes qui s'est revenu la compléter, elle est restée une coquille vide. Et aujourd'hui, on sait que les débris spatiaux se multiplient et polluent l'espace. On peut d'ailleurs rencontrer la même difficulté avec une autre notion qui est aussi employée dans les conventions internationales, celle d'intérêt commun de l'humanité. L'environnement de l'Antarctique, par exemple, doit être protégé dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux traités internationaux. La difficulté, en fait, c'est que l'intérêt de l'humanité est une notion caoutchouc, c'est-à-dire qu'elle n'implique pas en soi la mise en œuvre de normes précises. Alors, dans le cas du pôle Sud, toutefois, elle a constitué la base de normes protectrices obligatoires. On peut penser par exemple à la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique de 1980, ou encore au protocole de Madrid de 1991, qui a établi une protection globale de l'environnement dans cette région. Et d'ailleurs, ce protocole fait référence à l'intérêt de l'humanité.
Par ailleurs, la protection des biens communs environnementaux non l'humanité, elle peut être aussi directe, hein, c'est-à-dire concerner les biens eux-mêmes et non pas seulement l'espace où ils se trouvent. Donc c'est ce type de protection qu'offre la qualification de patrimoine mondial de l'humanité. Le patrimoine mondial naturel de l'humanité doit être protégé par les États du territoire où se trouve donc ce patrimoine et transmis aux générations futures. Alors, la difficulté, bien évidemment, est que la gestion étatique du patrimoine mondial de l'humanité est assez aléatoire. Ça laisse présager le pire comme le meilleur. De plus, le champ de protection qui est offert en fait par la qualification de patrimoine naturel de l'humanité est assez limité. C'est-à-dire, pour être considéré comme tel, le bien en cause va devoir présenter des critères esthétiques ou scientifiques. Donc, ça signifie que cette qualification ne va pas permettre de protéger pleinement les ressources vitales de l'humanité. C'est pourquoi on a proposé et introduit une autre notion en droit international, celle de préoccupation commune à l'humanité, ou on parle aussi de préoccupation pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire la terminologie est un peu changeante selon les conventions. Donc on la retrouve notamment à propos de la protection de la diversité biologique et de la protection du climat. Donc, le recours à cette notion de préoccupation commune à l'humanité a dans un premier temps déçu. Et pourtant, elle n'a pas qu'une portée politique. Cette notion implique notamment une obligation de coopération de la part de l'État, et surtout l'accord de Paris de 2015 a précisé qu'elle suppose aussi que les États prennent des mesures pour garantir notamment l'équité entre les générations. Mais il est vrai qu'elle ne débouche pas en tant que telle sur la mise en œuvre d'un régime juridique complet, et elle reste donc largement tributaire de la volonté des États, voire de leur bonne volonté, qui n'est d'ailleurs pas toujours suffisante, en particulier en matière climatique. La notion de bien commun environnemental de l'humanité dans la doctrine, c'est-à-dire que pour l'instant, elle n'a pas été prise en compte en tant que telle dans les conventions internationales. Toutefois, elle a été proposée donc, par les chercheurs parce qu'elle présente une valeur ajoutée. Alors, c'est une notion générique, c'est-à-dire qu'elle inclut les notions de patrimoine commun de l'humanité ou de préoccupation commune à l'humanité, mais tout en les dépassant, en les réorientant. En effet, ces concepts avaient surtout pour but de permettre au départ une meilleure répartition des richesses entre les États. Et la qualification de préoccupation à l'humanité elle-même est née des débats sur la patrimonialisation des ressources et sur leurs conditions d'accès. La notion de bien commun environnemental de l'humanité, quant à elle, elle insiste davantage sur l'idée de transmission. C'est-à-dire que la solidarité, elle n'est plus seulement interspatiale, mais elle est aussi et surtout intertemporelle. Donc il ne s'agit plus tant aujourd'hui de partager des bénéfices que de répartir les charges et les responsabilités dans l'intérêt des générations futures. Donc un autre point qui est important de souligner, c'est que tels qu'ils sont employés en droit international, les termes de patrimoine ou de bien de l'humanité ne renvoient en aucun cas à l'idée de propriété. D'ailleurs, patrimoine commun de l'humanité se traduit en anglais par Common Heritage of Mankind et non par Common Property of Mankind. Et il faut savoir que ce choix terminologique a été fait en connaissance de cause. Le patrimoine de l'humanité et celui d'un individu sont d'une nature différente. Dans le cas de l'humanité, la notion de bien présente un caractère tant patrimonial qu'extra-patrimonial, c'est-à-dire qu'en fait, elle renvoie à des valeurs hors commerce qui ne sont pas susceptibles d'évaluation pécuniaire. En somme, ces concepts de bien et de patrimoine en droit international doivent être compris dans un sens symbolique. Une autre question que l'on peut se poser ici est: qu'est-il possible de ranger sous cette catégorie de biens communs de l'humanité, à savoir l'air, l'eau, ou alors l'environnement dans son ensemble? Autrement dit, les biens communs environnementaux peuvent-ils tous être considérés comme des biens communs environnementaux de l'humanité? Alors sur un plan philosophique, peut-être. Sur un plan juridique, en revanche, l'idée est vraiment plus discutable. Ainsi, il paraît difficile de ranger sous une seule et même catégorie une pollution locale, une ressource partagée entre deux États tels qu'un fleuve et le réchauffement climatique. C'est pourquoi on ne peut juridiquement considérer que tous les biens communs environnementaux sont dévolus à l'humanité. D'ailleurs, la référence à l'humanité n'est pas du tout systématique dans les textes internationaux relatifs à l'environnement. Alors le problème et la question qu'on peut se poser alors, c'est qu'est-ce qui permet de distinguer les biens de l'humanité des autres biens environnementaux?
Un premier critère tient à ce que le bien en cause doit être d'une importance essentielle pour la continuité du genre humain et ses conditions de vie. Mais on comprend que ce critère est finalement trop vague pour être utilisé seul. Il doit donc être complété par un second critère qui, lui, va tenir aux conditions de l'atteinte au bien en cause. Donc, en l'occurrence, pour que la qualification de bien commun environnemental de l'humanité puisse être retenue, deux conditions devraient être réunies. D'une part, l'atteinte au bien doit présenter une origine diffuse, mais aussi concerner plusieurs États. C'est le critère de la transnationalité. Pour prendre un exemple, la montée des eaux sur le littoral français ou la fonte des glaces en Arctique ne sont pas dues qu'à la politique française ou danoise, mais elles résultent d'un ensemble de comportements collectifs. D'autre part, l'atteinte devrait concerner les générations futures et leurs conditions de vie, et non pas seulement les générations présentes. Donc, c'est le critère de l'atteinte transtemporelle. Et le climat, par exemple, remplit ces deux conditions. Donc, si l'humanité est titulaire d'un patrimoine de biens, on peut se demander aujourd'hui s'il est possible d'aller plus loin et de considérer qu'elle a des droits, y compris des droits à la protection des biens communs environnementaux et en particulier de ces biens communs environnementaux. En effet, que certains biens environnementaux soient dévolus à l'humanité est une chose, que l'humanité ait droit à ces biens en est une autre. Dans le premier cas, la protection est assurée par des normes dites objectives. Dans le second, il s'agit de reconnaître un droit subjectif, si on veut, à l'humanité. Alors, quel intérêt de reconnaître un tel droit? Donc, cet intérêt réside dans l'efficacité. Le but, en effet, est de conférer un pouvoir de revendication à des sujets de droit et de placer ainsi autour de la norme de multiples avertisseurs prêts à réagir à la moindre transgression de ces normes. En réalité, l'intérêt du droit subjectif n'est pas vraiment juridique, c'est-à-dire que sa valeur se situe ailleurs. Le droit subjectif est très sociologique, comme le disait le doyen Carbonnier, et il est peut-être même psychologique. En 2015, un projet de déclaration universelle des droits de l'humanité a été élaboré donc, à la demande du président François Hollande, c'était à l'occasion de la COP21, et ce projet a été rédigé par une équipe de rédaction dirigée par l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. Donc, cette déclaration reconnaît un certain nombre de droits de l'humanité, en particulier le droit de l'humanité à la préservation des biens communs tels que l'air, l'eau, les sols, ainsi aussi que le droit de l'humanité à l'environnement. De même, selon la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est un avis de 2017, un environnement sain est un droit fondamental pour l'existence de l'humanité. Les droits de l'humanité se distinguent des droits de l'homme en ce qu'ils sont collectifs et non pas individuels. De plus, ces droits sont intergénérationnels, c'est-à-dire qu'ils incluent aussi les droits des générations futures, alors que les droits de l'homme sont ancrés dans le présent. Reste toutefois en suspens une question essentielle, celle de savoir qui pourrait exercer ces droits s'ils étaient reconnus en droit positif, c'est-à-dire finalement qui pourrait parler au nom de l'humanité. Pour aller vite, deux options sont possibles ici. La première est relativement prospective. Elle consiste à doter l'humanité d'une représentation qui serait de type centralisé et donc en fait d'institutions internationales. Alors cela peut sembler utopique, mais c'est pourtant l'option qui a été retenue dans le champ du droit international de la mer. En effet, l'Autorité internationale des fonds marins, qui est une organisation internationale, gère le lit des mers pour le compte de l'humanité tout entière. C'est le terme des traités de la Convention de Montego Bay. Et en cas de dommage à ces fonds marins, l'autorité peut même demander réparation devant le Tribunal international du droit de la mer, toujours au nom de l'humanité. Alors, généraliser ce modèle aux biens communs environnementaux est envisageable sur un plan purement juridique. Toutefois, sur un plan politique, cette option pourrait être problématique, c'est-à-dire que la construction politique de l'humanité apparaît comme un préalable à sa reconnaissance en tant que personne juridique. Et par ailleurs, l'expérience du droit de la mer l'a montré, les négociations sur ces questions peuvent être très âpres. Et à l'époque, en cherchant à représenter l'humanité, à l'incarner dans une institution universelle, on est passé du rêve à la réalité. Je ne pense donc pas que ce soit la direction à prendre aujourd'hui. D'où la seconde option qui, elle, prend acte du fonctionnement actuel de la société internationale et aussi des ordres nationaux. Donc ici, l'exercice des droits de l'humanité est décentralisé,
c'est-à-dire que ces droits sont protégés par divers sujets et acteurs juridiques. Les États donc jouent un rôle dans la protection de ces droits, mais une place importante est aussi réservée aux ONG, aux associations et aux individus. Donc ces sujets et acteurs se voient reconnaître un droit d'action devant le juge, notamment international, au nom de l'humanité, pour protéger les biens communs environnementaux. Mais c'est au sein des ordres internes, des ordres nationaux, que la protection des droits de l'humanité doit être assurée en premier lieu, conformément au principe de subsidiarité. Et donc c'est ici que l'idée d'un ombudsman national, donc, qui serait habilité à protéger l'environnement dans l'intérêt de l'humanité, en particulier des générations futures, révèle tout son intérêt. Donc, vous vous souvenez qu'une telle institution a déjà connu quelques prémices en France. Donc, en 1993, un décret français avait institué un conseil pour les droits des générations futures. Donc, cette instance consultative, donc, qui était composée de 9 personnalités, qui étaient nommées par le président, pouvait connaître des questions relatives à l'intégration de l'environnement dans les politiques publiques et veiller au respect aussi des principes définis lors de la conférence de Rio de 1992. Donc, ce conseil pouvait être saisi par des membres du gouvernement, les présidents des assemblées parlementaires, mais aussi par des associations de protection de la nature agréées. Donc, 2 ans après, cependant, en 1995, ce conseil a cessé de se réunir et il a été définitivement supprimé en 2003. Donc, cette institution avait peut-être été mise en place trop tôt. Les esprits n'étaient pas encore mûrs. Et ils le sont sans aucun doute davantage aujourd'hui. C'est pourquoi le futur ombudsman devrait être aussi saisi par des ONG et des individus. De plus, il pourrait aussi s'appuyer sur des représentants locaux en France, tout en entretenant des liens privilégiés avec les instances supranationales de protection de l'environnement. En effet, pour que la protection des droits de l'humanité soit vraiment efficace, les institutions locales et nationales doivent être imbriquées dans des institutions de plus grande échelle. Cela permettrait à l'humanité de quitter son statut d'abstraction pour devenir une réalité concrète. Car c'est là, dans ces êtres de chair et de sang, que vit réellement l'humanité. Et prendre cette direction, c'est admettre que l'humanité juridique n'est pas nécessairement une entité absolue et éthérée, et qu'elle peut être plurielle. C'est admettre que l'humanité a autant de visages que les êtres et les groupes qui la composent. Je vous remercie de votre attention.